être loin de la nature dehors. Dans... Comment ça s'appelle? Ah non, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas juste. C'est On toujours va les pouvoir mêmes. reprendre. C'est la dernière table ronde de la journée, la dernière table ronde du colloque. Je vais récupérer de l'eau pour nos intervenantes. Merci. Donc je vais accueillir sur scène pour cette dernière table ronde Virginie Wadek et Naïlem Gambaye. Et je vais accueillir sur cet écran, pour cette dernière table ronde, Lélia Benoît et Philippe Jaffé. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Naïlem Gambaye, vous êtes élève dans un lycée d'excellence en seconde. Vous avez participé il y a 3 ans à la rédaction de la Charte parisienne des droits de l'enfant et vous aviez 11 ans. Pour ceux qui étaient là hier, vous avez vu la chargée de mission de la Charte parisienne des droits de l'enfant. Vous avez aussi participé à l'Académie du climat, fait un discours sur le droit des enfants handicapés à la COP 21 et vous continuez à porter la voix des enfants sur des sujets d'actualité forts. Lélia Benoît, vous êtes, alors je vous regarde ici plutôt, vous êtes pédopsychiatre et chercheuse associée au Yale Child Studies Center, pour mon anglais, et au CESP, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM. Vous travaillez en ce moment sur la question de l'éco-anxiété des enfants et des adolescents et vous avez publié fin 2023 le livre Infantisme au seuil. Bonjour. Bonjour. Virginie Wadek, vous avez été inspectrice de l'éducation nationale et vous êtes docteur en sociologie de l'éducation. Vous avez coordonné le projet 50 activités pour l'égalité filles-garçons à l'école. Et Philippe Jaffé, vous êtes psychologue clinicien, professeur à l'Université de Genève. Vous avez cofondé le Centre interfacultaire en droits de l'enfant et depuis 2018, vous êtes membre du Comité des droits de l'enfant aux Nations Unies. La première question s'adressera à vous, Philippe. Est-ce que vous voulez bien nous donner la définition, votre définition rapide, du mot enfant ? Oui, volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'entendez bien, donc un enfant, d'un point de vue légal, c'est tout être humain de moins de 18 ans, mais je dirais que avant tout, c'est un être humain, c'est une personne qui est digne de considération, et c'est une période tellement particulière et merveilleuse de l'existence humaine. On a entendu des enfants, en tout cas en attendant cette table ronde, dire des choses absolument merveilleuses. Ce sont les êtres les plus curieux, les plus altruistes et les plus passionnants à observer, avec lesquels interagir. On est d'accord. Lélia Benoît, Philippe Jaffé et Virginie Wadek, vous témoignez tous les trois dans vos professions d'un fort engagement pour des causes qui sont de grands défis pour l'avenir des enfants. Alors, une question qui s'adresse à tous les trois. Pourquoi l'enfance et pourquoi cet engagement ? Je ne sais pas qui veut commencer. Lélia, vous vouliez... Allez-y. Oui, j'y vais. Bon, pourquoi l'enfance pourquoi l'enfant Je pense que c'est l'envie de miser sur l'avenir, en fait. Je pense que c'est une marque d'optimisme de voir qu'on a parmi nous des personnes qui ont l'avenir devant eux et qu'on peut avoir envie de transmettre ce qu'on a de meilleur dans un espoir d'optimisme pour l'humanité. Très bien. Virginie ? Je vais... Ah, Philippe, allez-y. Non, j'allais pas laisser passer de silence. Donc, dans mon cas, je prendrai un autre biais. C'est le sentiment d'indignation qui m'a animé beaucoup. Celui de l'enfant, tais-toi et mange ta soupe, qu'on n'a pas droit à la parole. Et dans mon esprit, m'engager auprès de l'enfant, c'était aussi tenter de le libérer
dans une société qu'ils considèrent plus. Et puis, d'un point de vue très personnel, j'ai vécu de près une certaine souffrance dans une famille dont les parents, tous deux des êtres extraordinaires, s'entre-déchiraient. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, beaucoup en silence d'ailleurs. Donc, il y a vraiment un besoin d'être à leur côté, de les soutenir, de les propulser dans la vie sur des rails plus harmonieux. Voilà. Virginie? Voilà, et moi, je suis une bienheureuse retraitée maintenant, mais j'ai donc exercé, d'abord j'ai été institutrice de l'école publique, ensuite conseillère pédagogique, puis inspectrice, et parallèlement j'ai fait cette thèse sur les modèles amoureux dans la littérature de jeunesse, mais moi ce qui me passionne, c'est écouter les enfants. Même aujourd'hui, quand je vois un petit groupe d'enfants dans un parc, je me mets à côté puis j'écoute ce qu'ils racontent. Je trouve adorable leur vision du monde, les questions qu'ils se posent, la manière dont ils élaborent des stratégies. Tout ça, à chaque fois, m'émeut et je les trouve vraiment diablement intelligents, souvent. Donc cette table ronde va s'intéresser à demain, donc l'avenir. Je pense que c'est quelque chose d'assez... enfin, voilà, quand on dit l'avenir et avenir et enfant dans la même phrase, souvent tout le monde se crispe un petit peu. Moi, je voudrais vous entendre, Naïlem. Est-ce que vous avez confiance dans l'avenir? Oui et non. J'ai confiance parce que les adolescents de mon âge ou un peu plus grands, je vois qu'ils sont engagés, je vois qu'ils mènent des actions fortes. Donc je me dis que comme c'est les adultes de demain, peut-être on va changer les choses plus vite ou mieux. Mais par contre, j'ai pas confiance en les adultes d'aujourd'hui parce qu'ils font n'importe quoi. Et, ils disent plein de choses, ils font des grandes réunions, mais nous on voit pas grand-chose à notre échelle. Donc j'ai pas confiance en eux, mais j'ai confiance en nous. Alors on va essayer de faire cette table ronde avec toute l'humilité possible et de faire en sorte que ce ne soit pas une autre grande réunion qui ne sert à rien. C'est une promesse, on va essayer. Est-ce que, à titre personnel, vous aussi, vous avez peur pour l'avenir? Est-ce que vous êtes aussi incertains, tous les trois, peut-être? Vous, adultes? Lélia, vous vouliez parler? Oui, moi je travaille beaucoup sur la question du changement climatique et de l'impact sur les enfants et adolescents. Et c'est vrai que l'état de la planète, l'état environnemental est un sujet inquiétant en soi et une urgence qui est réelle. Mais c'est vrai que la manière dont on entend, ou surtout on n'entend pas les besoins des enfants dans ce cadre-là, est quelque chose qui m'inquiète. Peut-être encore plus que la situation environnementale telle qu'elle est, puisque en fait on peut faire plein de choses face à un défi. Je trouve que la difficulté à entendre la détresse des enfants et des adolescents du monde par rapport à ça, le fait qu'on ait tendance à les ridiculiser, à les humilier quand ils prennent la parole sur ce sujet, le fait que ce soit pas notre priorité à tous, de leur assurer un avenir qui soit correct en fait, et donc pour la planète, ça m'inquiète en fait. Voilà, donc je dirais peut-être un peu comme Hélène, la réaction des adultes par rapport aux besoins des ados et des enfants est quelque chose qui m'inquiète. Philippe ou Virginie, sur votre confiance, vos inquiétudes? Bon, moi, je dois dire que je suis assez d'accord avec Naïlem. Étant aux Nations Unies, je participe à beaucoup de grandes réunions qui n'accouchent pas de grand-chose, et elle a certainement observé certaines de ces réunions. Mais j'ai aussi une chance extraordinaire dans la droite ligne de ce que tu as exprimé, c'est de rencontrer beaucoup d'enfants exceptionnels et qui non seulement m'inspirent, mais qui, dans une large mesure, me poussent à essayer de changer les choses à la marge, de faire évoluer un peu les pratiques, les politiques publiques, et puis soutenir les enfants et les jeunes dans la mesure du possible. Ce n'est pas simple. Effectivement, les enfants n'ont souvent pas une place à la table. On se bat beaucoup pour cela.
Je donne un exemple tout bête. Il y a quelques années, il y avait une grande conférence sur l'éradication du travail des enfants dans le monde. Il n'y avait pas un enfant qui était invité. C'est absolument extraordinaire qu'on puisse parler d'une chose qui les concerne directement et ne pas les avoir comme les spécialistes finalement qui peuvent nous en renseigner. Alors ces enfants extraordinaires, ils existent, il y en a beaucoup et en ce sens-là, j'ai plutôt confiance et j'ai de plus en plus confiance à mesure que les adultes qui sont devenus vieux et bêtes vont disparaître petit à petit vers la retraite. Oui, voilà. Moi, je voudrais parler des jeunes adultes. J'en ai beaucoup dans mon entourage et eux, je leur fais plus confiance finalement qu'à ma génération. Tout à l'heure, dans la précédente table ronde, on parlait des fake news et tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment un esprit critique qui est très aiguisé chez ces jeunes adultes et qui est vraiment très intéressant. Et ça m'engage quand même à une certaine confiance. J'ai confiance en eux, oui, et en leur vision de l'avenir. On a eu le débat il y a quelques semaines là sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT et tout ça. Et je me rends compte que les gens de ma génération ont du mal un peu à se représenter ce que c'est, alors que les jeunes adultes savent beaucoup mieux, y compris comment s'en servir, comment l'utiliser, et sont beaucoup plus attentifs finalement aux fausses informations, et en tout cas ont une connaissance beaucoup plus fine que la nôtre là-dessus. Voilà. Je suis heureuse d'entendre un peu d'optimisme. On va essayer d'en trouver. Mais d'abord, on va écouter. Je vous explique, Philippe et Lélia, parce que vous arrivez dans le colloque, mais depuis 2 jours, on parle d'enfance. Et hormis pour cette table ronde où Naïlem nous a rejoints, nous a fait le plaisir de nous rejoindre, on n'a pas entendu d'enfants. On fait aussi partie de ces événements qui parlent des enfants et qui ne font pas entendre des enfants. On a juste 3 petites invitées qui ne sont pas là avec nous sur la scène, qui sont à l'école à l'heure qu'il est, et qui nous ont répondu à des questions, qui ont répondu à nos questions au micro et qu'on fait entendre comme ça. Donc on va les écouter, nous parler un petit peu de ce qu'elles, de comment elles voient l'avenir de la planète. Moi, je me demande pourquoi on a besoin d'une terre pour exister. Est-ce que plus tard, la terre, elle va s'arranger ou pas? Ou alors est-ce que les présidents, la politique, ils vont pas en faire attention et ça va être de pire en pire ou pas? C'est ça ma question, parce que je me demande si les gens vont prendre en compte un peu tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de la planète? Comment elle va être dans le futur? Dans le futur, elle sera pire. Moi, je pense qu'elle sera pire parce que les humains, ils font de plus en plus pas attention à la nature. Ils mettent de plus en plus des déchets dans la nature. C'est pour ça que je pense ça. Moi, je pense qu'elle serait beaucoup mieux parce que il y a de plus en plus d'enfants qui prennent soin de la nature à cause de la manifestation et tout. Moi aussi, je trouve que quand même, elle sera un peu mieux parce qu'on s'occupe bien. Moi, je m'occupe bien de la nature parce que je ramasse souvent les déchets qu'il y a. Peut-être que les adultes maintenant, quand ils étaient petits, on leur a pas dit de faire attention à la nature, donc ils font peut-être pas attention, mais nous, on nous dit qu'il faut faire attention, on nous explique un peu pourquoi. Donc quand on sera grand, on fera attention, on dira pareil à nos enfants, à nos petits-enfants et tout. Donc j'espère que ça va s'arranger. On espère aussi. Naïlem, est-ce que ces sujets vous parlent? Est-ce que vous vous sentez concerné par l'éco-anxiété? Est-ce que l'avenir de la planète, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Oui, pas déjà parce que on nous parle souvent des pays riches, des pays pauvres, et les pays riches, on voit qu'ils polluent beaucoup et que c'est pas forcément sur eux que le réchauffement climatique va agir, mais sur d'autres pays, sur les îles où il y a des inondations, où il y a la sécheresse.
Donc forcément, j'en entends parler à l'école avec mes amis qui le vivent ou qui ont de la famille qui le vivent. Donc forcément, je me sens concernée. Surtout que maintenant, il y a des actions dans les écoles qui sont menées pour replanter des arbres ou d'autres choses. Mais c'est vrai que ça m'inquiète forcément. Voilà. Donc voilà, ce sentiment d'éco-anxiété sur lequel Lélia Benoît, vous travaillez, là a été un petit peu abordé. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, nous donner quelques pistes pour comprendre ce mot qui est tout nouveau, éco-anxiété, mais qu'on entend de plus en plus? Oui, donc déjà l'éco-anxiété, c'est pas que de l'anxiété, hein. C'est l'ensemble des émotions qu'on peut ressentir face aux dégradations environnementales. Donc ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la colère, de l'indignation dont parlait Philippe tout à l'heure, mais aussi de la honte de ne pas agir autant qu'on voudrait, de ne pas en faire autant que ce qu'on voudrait faire, et parfois même des émotions positives comme l'envie d'agir ou l'espoir. Donc c'est un mot un peu mal nommé, l'éco-anxiété, mais je dirais c'est tous les bouleversements émotionnels que nous fait vivre la situation climatique. Et autre chose à rajouter, c'est que c'est pas une maladie du tout. C'est plutôt une réaction humaine saine et qui montre qu'on a compris la situation, qu'on est en empathie avec le monde qui nous entoure. Et en fait, ça doit nous pousser à agir, à faire des choses. Et enfin, la dernière chose, c'est aussi que l'éco-anxiété est augmentée quand les gouvernements ne prennent pas la mesure de l'urgence climatique. Ça a été montré dans des études scientifiques, hein, notamment une publiée dans le Lancet. Plus les gouvernements, plus les gens ont l'impression que leur gouvernement ne prend pas la mesure du problème, plus ils se sentent éco-anxieux. Donc voilà, disons que l'éco-anxiété, c'est une réaction saine, collective face à un vrai problème, et que plus on s'en occupe ensemble, moins on est éco-anxieux et surtout moins la planète se réchauffe. Est-ce que vous voulez réagir à cette notion d'éco-anxiété, Philippe? Je crois que Lélia a extrêmement bien décrit ce que c'est, et j'apprécie beaucoup qu'elle ajoute cette dimension positive, parce qu'effectivement, dans l'esprit populaire, anxiété signifie pathologie, ça signifie des dysfonctionnements, et c'est vraiment pas ça. Peut-être j'abuse un peu, mais en parlant d'éco-empathie, c'est vraiment une notion de ressenti, de sensibilité à ce qui se déroule sous nos yeux d'une certaine manière. C'est l'expression d'un réalisme de la part de jeunes gens et d'enfants. Maintenant, l'aspect pervers qui, moi, me préoccupe, peut-être mes collègues dans cette table ronde également, c'est que finalement, les enfants développent cette empathie et cette sensibilité parce que, justement, ils ont l'impression qu'il y a un manque d'action, un manque de conscience de la part des adultes, de nos dirigeants, du système au sens large du terme. Et en ce sens-là, ils sont responsabilisés à penser qu'ils doivent, eux, se mettre les mains dans le cambouis, alors que, et dans un certain sens, on est un peu en train de leur voler une sorte de période d'innocence et de pouvoir pleinement vivre leur enfance. Je ne sais pas vous, moi, j'ai jamais grandi avec l'idée que si je n'étais pas plus responsable plus rapidement, ma vie serait éventuellement écourtée. J'ai toujours eu cette idée que ma vie sera rallongée autant que je pouvais l'imaginer et pas amputée plus tôt parce que le monde effectivement est en train d'être pollué à un rythme effréné qui est insoutenable. Et NLM a bien rappelé que c'est pas dans nos sociétés que les choses se vivent le plus difficilement. Et il y a des îles entières qui sont en train de disparaître, il y a des populations indigènes qui sont en train de disparaître et de souffrir terriblement. Et beaucoup d'enfants à travers le monde vivent au quotidien les affres, j'ai envie de dire, de notre mode de vie occidental. Alors, c'est pas pour nous culpabiliser que je dis ça, mais l'empathie, c'est pas simplement envers la planète, c'est aussi des pays riches envers les pays pauvres. Et comme vous le savez, il y a un mouvement pour essayer
mobiliser des ressources, comment dirais-je, en faveur du bien planétaire commun. Mais Hélène me rétorquera que ce sont des grandes réunions qui ne servent à rien. Moi, je pense qu'il faut quand même garder un peu espoir. Oui, moi, ce que je trouve intéressant dans les témoignages que nous venons d'entendre des enfants, là, c'est qu'effectivement, ils se sentent déjà responsables et d'une certaine manière, on leur vole leur enfance en les responsabilisant de la sorte. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à un moment, il y a alors un enfant qui dit ils ont entendu les manifestations. Oui. Et donc, je trouve ça intéressant parce que cet enfant a l'idée de la nécessité d'un collectif aussi pour réagir. Et cette phrase me fait vraiment... Oui, je crois que cet enfant parle de manifestation comme d'une solution. Alors c'est peut-être un peu utopique, tout va aller bien parce qu'il va y avoir des manifestations. Elle a l'idée du collectif, en fait. Oui, c'est déjà pas mal. Alors là, on est sur une première partie de table ronde qui va plutôt faire des constats qui ne sont pas forcément très joyeux, qui sont un petit peu rudes. Après, on parlera de toutes les solutions et de toute l'énergie qu'on peut mettre dans du positif. Mais je voulais vous faire écouter aussi, voilà, ces trois petites invitées nous parler à qui j'ai demandé si, selon elles, les filles et les garçons sont à égalité. Avant, non, c'était pas égaux, mais ça commence à être de plus en plus de l'égalité, mais je trouve pas encore assez. Et vous, les filles? Moi? Attends, c'est quoi les yeux là? Question. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves que les filles et les garçons sont à égalité? Moi, je trouve pas trop, parce qu'ils ont un peu des différences. C'est quoi les différences? Je sais plus. Toi, tu saurais dire c'est quoi les différences entre les filles et les garçons? Aucune. Et je pense qu'ils ont égalité. Parce que je pense qu'ils ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent, de choisir ce qu'ils veulent. Avant, les garçons, ils n'avaient pas le droit de mettre des robes et des jupes. Et les filles, elles n'avaient pas le droit de mettre des pantalons. Elles étaient obligées de mettre des robes et des jupes. Et maintenant? On a le droit. Et c'est bien d'avoir le droit? Oui, c'est bien. Parce que moi, j'aime pas trop les j'aime pas trop les jupes et les robes. C'est pour ça. Virginie Wadek, vous travaillez sur la question de l'égalité filles-garçons. Les stéréotypes de genre étant extrêmement présents dans nos sociétés et donc fatalement dans le quotidien des enfants, notamment à l'école. Est-ce que vous observez, vous, des améliorations depuis le début de votre engagement? Et quel constat vous pouvez faire aujourd'hui sur l'état de cette égalité? Est-ce que ces petites filles ont raison? Alors, il y en a une qui dit que oui, il y a l'égalité entre les filles et les garçons. Alors moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des évolutions, il y a des reculs et il y a des patinages. Alors, je vais peut-être commencer par les patinages. Mon métier, c'était d'aller dans les classes et d'observer des enseignants qui faisaient classe et des enfants qui apprenaient. Et j'ai toujours observé la même chose en mathématiques, en classe de cours préparatoires notamment, mais aussi dans les autres classes. Et là, on est en plein dans les stéréotypes, dans ce que je vais vous raconter, c'est que quand un enseignant a besoin d'une émission d'hypothèses, par exemple, quand on apprend à faire la division, l'enseignant apporte un sachet de bonbons et il dit combien de bonbons je vais donner à chaque enfant de la classe. Il va spontanément, mais sans y réfléchir, sans en avoir conscience, interroger un garçon. Et quand un enseignant ou une enseignante a besoin d'un rappel, d'une synthèse, il va plus volontiers aller interroger une fille. Au point qu'on a fait l'expérience avec certains de mes stagiaires, quand on
rédigeait les questions justement pour inverser le stéréotype, il y avait un moment où les filles à qui on posait une question d'émission d'hypothèse avaient un petit temps de latence avant de répondre parce qu'elles pensaient que la question ne s'adressait pas à elles. Et au bout d'une 13 ans de scolarité obligatoire et puis après l'âge de 16 ans, et ben ça enclenche des apprentissages. Et effectivement, on avait fait ce travail avec mon précédent groupe de recherche à l'Université de Toulouse qui s'appelait Genre et Éducation. On avait vu avec Véronique Lisan, Josette Coste, que en mathématiques, par exemple, les statisticiens étaient plutôt des statisticiennes parce qu'effectivement, il y avait ces compétences-là en mathématiques qui étaient beaucoup plus fortes et que donc chez les garçons, on avait plutôt des garçons qui allaient vers ce qu'on appelait à mon époque les maths pures. Donc vraiment ça, je le vois encore dans les classes et je reviens à la table ronde précédente où Laurence Le Guen disait que les enseignants n'ont pas de formation en photographie. Là aussi, on peut dire que la formation des enseignants, la formation initiale, elle n'est pas assez pointue sur ce genre d'observation qui commence à être ancienne, puisqu'on observe, enfin, des observations universitaires ont été faites dans les années 90 déjà là-dessus. Donc, au moment où on veut que les filles investissent les sciences, eh bien, apprenons aussi, formons les enseignants sur ces sujets. Après, là où je trouve que ça évolue bien, on a, par exemple, toujours à l'école élémentaire, la fameuse liste de référence de littérature de jeunesse, où la toute première liste de 2002 était vraiment farcie de stéréotypes. On avait 70% de personnages masculins contre 30% de personnages féminins. Les personnages féminins ne passaient pas le fameux test de Bechdel, puisqu'elles n'étaient jamais plus de 2 dans un livre et elles parlaient d'un garçon à chaque fois. Là, c'est vrai qu'il y a eu une prise en compte massive de ce problème et on a dans la liste de référence du ministère de l'Éducation nationale maintenant des personnages féminins, je pense à Ruby Tête Haute, à Brindy, qui sont valeureuses, voilà, et qui donnent une belle idée de ce qu'on peut faire quand on est une fille. Et alors, sur les reculs, moi, je trouve que les enseignants, je parle de ce que je connais, ont des programmes. Et je trouve que les programmes se sont vraiment étiolés sur cette question. Je rappelle que, par exemple, en 2007, dans les programmes de l'éducation nationale, il était écrit... je ne vais pas retrouver la formule. Faire de l'égalité entre les sexes, l'objectif principal... C'était pas exactement ça, mais la phrase, mais tel était le sens. Maintenant, on a l'impression dans les programmes que c'est de l'ordre du cosmétique, c'est-à-dire qu'on a rajouté à certains endroits, on fera attention à l'égalité filles-garçons. Point. Qu'est-ce que ça veut dire en éducation physique et sportive de faire attention à l'égalité filles-garçons? Les enseignants, ils ont besoin d'outils. Et il n'y a qu'une seule partie du programme de l'école primaire où effectivement les enseignants ont des indications et du coup ils font la classe en ce sens, c'est le programme d'histoire où on demande aux enseignants de parler des femmes de pouvoir et on leur cite Anne de Bretagne, Isabeau de Bavière, Marie de Médicis, et donc effectivement c'est écrit dans le programme, donc les enseignants le font. Et donc ça, je trouve que c'est un vrai recul sur la formation des enseignants et les programmes, et ce sont quand même
les deux points centraux du métier. Qui en plus ne semblerait pas très compliqué à changer. Naïlem, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette question de l'égalité filles-garçons, ça vous préoccupe, vous aussi? Oui, ça me préoccupe parce que par exemple, nous au lycée, on est en train de choisir vers quel métier on veut aller. Et déjà, quand on nous présente les métiers, par exemple dans la médecine, on a tendance à, même si on ne va pas le dire, à penser que les infirmières, c'est des femmes et que les sages-femmes aussi. Et juste le mot sage-femme, un homme, si on lui dit oui, t'es sage-femme, ça est bizarre, comme si c'était une femme. Et les garçons, ils n'ont pas forcément envie. Et puis tout ce qui va être métier de l'ingénieur, même si tu y vas et qu'on te dit oui, non, mais c'est pour les filles aussi, quand il y a 20 garçons et puis que toi, tu es toute seule avec une autre fille, tu ne te sens pas à ta place, on va te regarder bizarrement. Donc c'est vrai que même si on a l'impression que ça va beaucoup mieux, qu'on est plus égaux, on s'en rend compte que non, il y a toujours beaucoup trop de différences entre les filles et les garçons. Et alors, entre les filles et les garçons, effectivement, c'est bien observé, mais plus généralement aussi, on en parlait tout à l'heure, entre les adultes et les enfants. Lélia Benoît, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'infantisme? Donc, c'est le titre de votre dernier livre. Oui, merci. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est déjà dit, donc c'est passionnant. L'infantisme, donc, c'est l'ensemble des préjugés et discriminations systématiques à l'encontre des enfants, enfants étant considérés comme mineurs, comme le disait Philippe tout à l'heure, donc à la fois un peu les enfants et les adolescents. Et donc l'infantisme, c'est une forme d'agéisme. L'agéisme, c'est la discrimination et les préjugés liés à l'âge de la personne. Mais c'est important de pouvoir utiliser la notion d'infantisme en tant que telle, parce que souvent, quand on parle d'agéisme, en France en tout cas, on pense à l'opposition jeunes adultes versus personnes âgées. Les jeunes adultes, on les considère mal, ils ont du mal à avoir accès à l'emploi, ou alors, dans l'autre sens, on méprise les personnes âgées, on supporte pas l'idée du corps qui vieillit, etc. Et en fait, on est tellement infantiste, on est tellement... on a tellement de mal à considérer les enfants et les adolescents qu'on les considère même pas dans l'agéisme, si vous voulez. Donc l'infantisme, c'est ces discriminations-là. Ça peut être à la fois lié à des motivations un peu individuelles inconscientes, c'est-à-dire si j'ai été humiliée en tant qu'enfant, alors une fois devenue adulte, j'aurais gardé en tête l'idée que l'enfance, c'est une période un peu honteuse, un peu inférieure, et je vais avoir tendance à répéter ces comportements envers les enfants qui m'entourent. Donc ça, c'est les aspects un peu intimes, individuels de cette répétition. Et puis, il y a des aspects plus collectifs, plus sociologiques, et de considérer, à travers l'infantisme, que le groupe des enfants, c'est un groupe social comme un autre, et que c'est un groupe social qui est une minorité, au sens, c'est un groupe social qui a moins de droits que les autres, qui est plus opprimé, qui a moins de pouvoir, et donc de finalement le considérer un peu un groupe comme les femmes, on parlait d'égalité homme-femme, qui, même si les femmes représentent la moitié de la population en nombre, on considère quand même en sociologie que c'est une minorité, puisque c'est un groupe qui a moins de pouvoir, mais on pourrait considérer aussi les minorités ethniques, les minorités sexuelles, etc. Et de dire, en fait, voilà, l'enfance, donc les moins de 18 ans, c'est une minorité, ils sont à risque, et le plus souvent, c'est le cas d'être dominés par d'autres groupes, et il faut qu'on regarde ça de près, qu'on se rende compte comment, à travers notre quotidien, à travers nos petits comportements, des choses dont on ne se rend pas compte du tout, on vient cautionner cette culture de la domination envers les enfants et maintenir le statu quo. Est-ce que vous direz qu'on est dans un... Parce que vous parlez de comportement individuel, est-ce que vous direz qu'on est dans un infantisme systémique ? Tout à fait. C'est le propre des cultures, c'est-à-dire que c'est à la fois systémique, collectif. On a des politiques qui sont néfastes pour les enfants. Je pourrais en citer plein. Et puis, c'est aussi individuel, comme dans toute culture. C'est répété au quotidien par nos comportements les uns avec les autres.
Dans les politiques qui n'aident pas les enfants, c'est toutes les politiques qui ne vont pas permettre à la génération d'enfants actuels de devenir des adultes jouissant de leur plein potentiel. Hein. Donc c'est ne pas investir suffisamment dans l'éducation, dans la santé, ne pas valoriser les métiers de l'enfance dans leur ensemble, hein, enseignants, professionnels de santé de l'enfance, mais aussi ne pas valoriser le métier qu'est être parent, c'est-à-dire le travail de parentalité, donc pas donner assez de congés, etc. Et puis ne pas s'intéresser à l'environnement, c'est ne pas laisser une planète vivable pour les enfants. Donc tout ça, c'est je dirais des choix politiques un peu systémiques. Et puis les choix individuels, ça va être quotidiennement de soumettre les enfants à un lot d'humiliation. Et c'est ça la perspective de comprendre ce que c'est que l'infantisme, c'est de voir qu'il n'y a pas d'un côté des enfants heureux, choyés, gâtés, voire des enfants rois, et puis de l'autre côté une toute petite minorité d'enfants qui seraient maltraités. Parler d'infantisme, c'est de voir que tous les enfants sont soumis à un lot plus ou moins important d'humiliation. Voilà, c'est un peu comme si, en prenant l'analogie du sexisme, hein, on disait non mais il y a quelques femmes maltraitées et battues, mais toutes les autres vont très bien. Il n'y a pas de problème pour les autres, tout va bien. Alors là, il y aurait plein de gens pour dire bah non, en fait, tout va pas bien. Il y a les salaires, il y a la manière de parler, il y a les comportements dans l'espace public, la manière d'interpeller. Bon, il y a plein de choses qui doivent changer. Et bah pour les enfants, c'est pareil. Il n'y a pas d'un côté les enfants battus et maltraités, et de l'autre côté les enfants pour qui tout va bien et qui seraient des enfants rois. Absolument pas. L'immense majorité des enfants subit plus ou moins d'humiliation quotidienne du simple fait de leur âge. Et c'est plus le cas en France que dans d'autres pays. Donc on a du progrès. Alors il y a d'autres pays qui vont encore moins bien, mais si vous voulez, on a des pays qui sont proches des nôtres, dont on pourrait s'inspirer pour faire mieux. Philippe, vous en pensez quoi? Je suis un petit peu... je m'aventure un peu en territoire miné puisque je suis le seul homme de ce panel. Mais en parlant de... Je trouve ça bigrement intéressant. Ces deux mots-clés de discrimination et de domination qui s'entrecroisent dans différentes catégories sociales, je pense que c'est une des clés qu'on doit résoudre en tant que société pour vivre de manière plus heureuse en groupe finalement. Alors, pour ce qui concerne la discrimination, je voulais juste revenir un petit peu, une seconde là-dessus. Évidemment, il y en a garçon-fille. Hein. On est encore esclave de beaucoup de biais historiques et qui sont difficiles à extraire des fonctionnements quotidiens. Le jour où on parlera des camions de Leila et des poupées de Philippe, on sera dans un autre monde. Mais je pense que les jeunes et les enfants sont en train de nous envoyer des messages qui sont très, très intéressants. Comme vous le savez, on est vraiment dans une période où beaucoup d'adultes d'un certain bord politique s'inquiètent des enfants, de la notion de fluidité de genre, par exemple, des transgenres. Et j'ai un peu cette hypothèse que les enfants et les jeunes sont en train de faire un immense pied de nez aux adultes en disant « mais nous, on ne se conforme pas à ces catégories hommes-femmes. On va aussi ouvrir un nouveau territoire en quelque sorte et puis on est un peu dans la provocation, dans la distorsion de l'ordre établi, ce qui est parfait, c'est bien les adolescents qui font ça. Après, il y en a qui vivent des choses difficiles aussi. Puis au niveau du pouvoir, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, le pouvoir, avec l'argent évidemment, mais on voit quand même que les enfants en ont très très peu dans notre société. Et ces changements-là sont difficiles à introduire. Dans notre jargon des droits de l'enfant, on parle de compétences évolutives des enfants. C'est-à-dire que dès qu'ils naissent, petit à petit, ils acquièrent des compétences et beaucoup d'enfants acquièrent des fois des compétences beaucoup plus importantes que des adultes plus âgés qu'eux, mais toujours est-il qu'ils vont du moins vers le plus. Et le défi pour une société, c'est de reconnaître ces compétences et de manière progressive que les adultes se mettent un peu en retrait par rapport à ces enfants qui finalement détiennent les clés de leur propre existence et qui peuvent nous en faire plein de leçons également
Et ça, c'est difficile à changer. Ces mentalités-là sont difficiles à changer. Évidemment, il y a l'aspect politique. Et peut-être juste terminer avec ça, on voit dans les pays scandinaves où la place de la femme a énormément évolué. Je parlerai de mon pays, la Suisse, puisqu'on est au hit parade. Mais malgré tout, on ne peut pas parler d'égalité. Et si on veut même parler d'égalité de salaire, les femmes sont plus vulnérables et les atteintes à leur intégrité physique sont tout aussi importantes que dans d'autres pays. Donc voilà, on est dans des paradoxes, mais j'espère qu'on est sur le bon chemin. J'espère aussi. Virginie, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir à ce que disait Leïla sur les zones de pouvoir des enfants. Moi, quand j'ai été conseillère pédagogique à Toulouse, au Mirail, qui est un quartier difficile, on avait décidé d'installer dans toutes les écoles des conseils d'enfants. Donc, où les enfants pouvaient discuter de choses qui leur importaient sur l'organisation de l'école. Et donc, j'avais suivi l'installation de ces conseils d'enfants où il y avait donc un président ou une présidente qui était un enfant. Il n'y avait que le secrétaire en fait qui était un adulte qui prenait note de tout ce qui se disait. Et les premières réunions, c'était toujours un peu les enfants ne comprenaient pas en fait qu'on leur donne du pouvoir sur la manière dont ils avaient envie de gérer la cour de récréation, les jeux qu'ils pouvaient acheter, etc., etc. Et la deuxième réunion dans toutes les écoles les enfants avaient compris, ils avaient discuté entre eux et ils avaient compris à quoi pouvait leur servir ce fameux conseil d'enfants. Et dans toutes les écoles, il y a 2 sujets qui ont été abordés. Si on était moins nombreux, je vous laisserai deviner lesquels. Le premier sujet, c'était le partage du territoire de la cour entre les filles et les garçons, parce que les garçons jouent au foot sur tout le territoire de la cour et les filles étaient à la lisière en fait et ne pouvaient que discuter. Et la deuxième question qui arrive tout de suite après, c'est la question de la propreté des toilettes. Voilà. Et dans tous les conseils d'enfants, j'en ai fait d'autres après dans ma carrière. Et en 30 ans, à chaque fois, quand on donne le pouvoir aux enfants, c'est la répartition territoriale de la cour et la question de la propreté des toilettes qui arrive en tête. Je crois que là, on parle de... C'est des demandes, mais c'est des droits aussi, je crois, quand même. Des droits fondamentaux, probablement, qui sont soulevés, qui sont demandés. Naïlem, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer aujourd'hui dans la société? J'imagine que la liste elle est longue, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité pour que vous vous sentiez plus considéré, plus écouté, et pour avoir plus confiance dans le futur? Déjà que quand on nous appelle pour participer ou pour nous demander notre avis, de pas juste nous donner des réponses sur le moment, nous dire oui on va le faire, mais de le faire vraiment, de nous montrer que notre avis il est pris en compte, que on est des enfants mais qu'on a des bonnes idées et qu'on peut changer le monde nous aussi, et même si c'est pas forcément à l'échelle mondiale mais juste à l'échelle de notre arrondissement par exemple. Et dans les écoles aussi prendre plus en compte les différences, parce que c'est vrai que souvent dans les écoles, on dit oui, c'est fait pour les enfants handicapés ou pour les enfants qui sont précoces ou d'autres choses. Mais en fait, quand on regarde bien l'établissement, c'est pas du tout adapté. Par exemple, dans mon collège, ils ont mis un ascenseur, mais on peut pas monter au premier étage. On peut monter que au milieu, à l'entre-deux. Donc ça sert à rien, parce que si l'enfant il est en fauteuil roulant, faut qu'il puisse monter partout. Donc aménager à moitié, voilà quoi. Donc vraiment prendre en compte chaque personne et surtout les enfants, parce qu'on est plus vulnérable. Est-ce que cette notion d'infantisme dont Lélia Benoît a parlé, vous avez l'impression que vous le vivez, vous? Oui, parce que on est moins bien pris en compte. Souvent,
les adultes, même s'ils ne le font pas ouvertement, dans leur tête, ils se moquent de nous quand on propose des choses. Ils se disent oui, mais ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas la politique, du coup, ils ne peuvent pas nous proposer des idées pour changer les choses. Et pourtant, nous, on voit les choses et puis surtout, on les vit plus que les adultes qui sont au pouvoir parce que, le président, dans sa maison, il ne voit pas ce que nous, on vit dans les quartiers. Il ne voit pas la misère, il ne voit pas tout ça. Et donc, écoutez les gens qui vivent dans ces conditions. Écoutez la voix des enfants, mais aussi des adultes. Même s'ils paraissent comme ça, on nous met des mots, on dit qu'on est des racailles, mais on n'est pas des racailles, on est juste des enfants qui ont besoin d'aide. On dit souvent, entre adultes, qu'on met beaucoup de poids sur les épaules des enfants, avec tout l'espoir qu'on a, en se disant ils vont faire mieux que nous. Est-ce que vous le sentez, ce poids, vous, Naïlem? Oui, on a l'impression comme vous le disiez, de grandir trop vite, de devoir se mettre à la place des adultes, de devoir tout comprendre. Et c'est vrai que ça nous enlève une part d'innocence parce que c'est vrai que pendant les récréations, au lieu de parler de choses, de dessins animés, on parle politique, on parle de ce que le président pourrait faire pour nous. Mais en fait, on en parle, mais on n'a pas de réponse. On est là, mais c'est comme si on n'était pas là. En fait, on est des invisibles dans la société, alors que nous, on comprend bien les choses. Et surtout, plus on grandit, plus on se pose des questions, et des fois, on n'a pas de réponse. Alors j'avais prévu plein de choses, plein de sujets de discussion parce que c'est vraiment passionnant, il y a plein de choses à dire. Le temps file, du coup je vais aller directement à une solution, une proposition possible dont Lélia Benoît vous parlez dans votre livre Infantisme. Vous parlez très sérieusement d'un droit de vote pour les enfants. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, et puis je vais essayer de faire le lien avec ce qui vient d'être dit. En fait, cette peur de mettre trop de responsabilités sur les épaules des enfants, des fois on se dit oh là là, on va leur voler leur enfance, etc. C'est qu'en fait, souvent, quand on les responsabilise, on leur donne pas plus de pouvoir, on leur donne juste plus de responsabilités. Et en fait, quand on a plus de responsabilités, parce qu'il faut faire bien, mais qu'en plus on n'a pas le pouvoir de changer les choses, on se retrouve dans l'impuissance. Et en fait, ce qui est terrible, c'est pas la responsabilité, c'est l'impuissance. C'est de devoir être responsable de quelque chose sur lequel on ne peut pas agir, en fait. Donc en fait, si on donne un peu plus de pouvoir aux enfants, la question de la responsabilité sera moins pesante, en fait, puisqu'ils pourront agir en fonction de ce qu'ils veulent. Je rappelle par exemple moi dans le livre que moi j'aurais voulu voter à l'âge de 7 ans. J'étais intéressée, j'avais regardé tous les débats présidentiels, je m'étais intéressée, mais je me disais mais en fait je pourrais voter puisque je m'y suis intéressée. Est-ce que je m'y suis moins intéressée qu'un adulte? Est-ce que tous les adultes ont aussi bien compris que moi? Vous voyez, c'est toute la difficulté à saisir qu'est-ce que c'est que le développement de l'intelligence. Est-ce qu'un adulte qui a droit de vote a forcément mieux compris que moi? Pas sûr, pas tous les adultes en tout cas. C'est pas quelque chose qu'on mesure, hein. Personne ne passe des tests de capacité à pouvoir voter. Une fois qu'on a l'âge de 18 ans, personne ne nous demande une capacité à voter. Donc ça m'amène à ce sujet-là dont je parle dans le livre, qui est de pouvoir donner le droit de vote à tous les enfants dès la naissance. Alors ça paraît un peu extrême dès la naissance, mais c'est fait exprès, c'est pour inviter tout le monde à réfléchir à ce sujet-là. Pourquoi pas dès la naissance? Quelles seraient les barrières par rapport à ça? Alors on pourrait dire bah oui, mais les enfants ils sont pas encore suffisamment matures, ils comprennent pas les choses, donc quelqu'un va devoir voter pour eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, c'est quasiment le vote des parents. Et puis ensuite, ce serait quand même un vote très accompagné, qui peut bien sûr être soumis à des influences dont on essaie qu'elles soient constructives pour l'enfant. Mais pourquoi pas? Par exemple, si on regarde les personnes âgées, à l'autre bout de la vie, il y a des personnes âgées en France aujourd'hui qui votent par procuration jusqu'à la fin de leur vie, même si elles sont très diminuées physiquement, qu'elles sont plus capables de se rendre dans un bureau de vote, et même si leurs capacités cognitives sont très diminuées, même si elles ont une démence, une maladie d'Alzheimer,
on va considérer que on va pas les priver de leur droit de vote. On va considérer que ça reste des personnes, des citoyens, et que quelqu'un qui les entoure, par exemple quelqu'un de leur famille, va pouvoir voter pour ces personnes dans les dernières années de leur vie, en se disant, a priori, la majorité du temps, cette personne qui s'occupe d'elle, que ce soit des enfants ou des aidants, c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de promouvoir des choses qui sont bénéfiques pour cette personne âgée. C'est quelqu'un qui va défendre ses intérêts. Peut-être que ce sera plus de place en maison de retraite, plus de soutien financier aux aidants familiaux, bon, tout ça. On se pose pas du tout la question pour les enfants. Donc ça veut dire que de 0 à 18 ans, tous les gens qui peuvent aider les enfants à faire valoir leur voix, y compris les enfants eux-mêmes quand ils grandissent, n'ont aucune voix. Et donc, ça peut expliquer aussi le fait qu'on ait assez peu de politiques qui soient soutenantes pour les enfants, notamment une vraie éducation, une vraie rémunération des gens qui s'occupent de l'éducation des enfants, toutes ces choses dont je vous parlais. Et voilà, donc on pourrait imaginer un droit de vote comme ça qui serait l'inverse de ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire pas à partir de 18 ans j'ai le droit de vote, mais plutôt à partir de 18 ans, plus personne n'a le droit de voter pour moi. Voyez, et ça c'est différent. Et petit à petit, au fil de 6 ans, 7 ans, 10 ans, à l'adolescence, cet enfant qui grandit aurait de plus en plus de liberté dans son choix, à mesure qu'il gagne en compétences, ce dont parlait Philippe. Voilà, donc à accompagner avec le rôle de l'école, avec les parents, etc., pour soutenir cette voix et faire entendre cette tranche de la population qui est en fait totalement muette et invisible pour l'instant. Philippe Jaffe, est-ce que vous êtes favorable au droit de vote pour les enfants? Alors, non seulement favorable, mais je pourrais répéter mot pour mot ce que Lélia et souscrire exactement à ce qu'elle a dit. Donc, je prône tout à fait la même chose en Suisse. L'avantage en Suisse, c'est qu'on vote tout le temps, qu'il n'y a pas de raison d'exclure les enfants. Ce n'est pas une présidentielle tous les 5 ans, c'est tous les 3 mois. On vote sur plusieurs objets fédéraux, cantonaux, municipaux. Et ce serait un vivier extraordinaire pour la démocratie que toutes les personnes qui vivent dans une communauté puissent participer. Et puis, effectivement, Lélia a tout à fait mis le doigt sur le principal, c'est qu'au fond, les personnes qui sont chargées de gérer une famille, en quelque sorte, gagneraient à avoir une voix en plus, d'une certaine manière, avec les enfants qui votent et progressivement leur accorder directement ce droit, non seulement à exprimer leur opinion, et je reviens à l'aspect légal, c'est un droit fondamental des enfants d'exprimer leur opinion. C'est la Convention relative aux droits de l'enfant qui l'inscrit dans la loi française et européenne, mais non seulement d'exprimer leur opinion, mais oblige les adultes à en tenir compte. Et c'est ce pas-là qui est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est le mécanisme du droit de vote du berceau au cercueil qui va nous obliger à le faire? Je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de contourner ça, mais on revient à la question de pouvoir, et je pense que les adultes ont beaucoup de peine à abandonner ce sentiment qu'ils doivent dominer dans une certaine mesure et que c'est à eux seuls de prendre les responsabilités. Mais je crois fermement que là, on évolue aussi vers plus tout à l'heure, les enfants parlaient de manifestations. Je crois qu'on se met un peu des œillères si on croit que les enfants vont rester bras ballants comme ça dans un coin pour des décennies à venir. Ils sont en train de s'exprimer, de se mobiliser, de créer des mouvements, de nous bousculer, de devenir révolutionnaires. Et je pense qu'on devrait un petit peu anticiper qu'il vaudrait mieux évoluer avant d'être emporté par une lame de fond. Voilà, je parle peut-être de manière un peu impressionniste comme ça, mais je crois vraiment qu'il y a un fond, des mouvements sociaux qui commencent à percer de manière extrêmement convaincante. Voilà. Virginie Wadek. Oui, alors moi je pense que sur la question du droit de vote, c'est pas une question que j'ai réfléchi moi, donc mais je pense que l'école a un rôle à jouer par rapport à ça, et les enfants ils ont des tas de choses
à exprimer sur le fonctionnement de l'école, du collège, et que ça pourrait être un territoire d'apprentissage. Je dis souvent qu'en petite section, être capable de choisir entre une crêpe au sucre et une crêpe au chocolat, c'est exprimer un choix et c'est déjà extrêmement important. Après, sur quelle pourrait être l'organisation, en fait, moi, il me semble que le fait de naître devrait donner droit à une place en crèche. Voilà, on est, on a droit à une place en crèche. Et ensuite, avoir un véritable service public de la petite enfance avec des personnels correctement formés et correctement rémunérés, ce serait aussi quelque chose qui me paraîtrait pas du tout utopique, mais une vraie nécessité. Et donc, je pense que si on avait déjà ça, le fait de naître devrait donner droit à une place en crèche. Ça permettrait aussi aux femmes de mieux se projeter dans un avenir professionnel. Ça permettrait, à mon avis, de réduire les inégalités salariales à terme, enfin bon, et d'avoir un vrai service public de la petite enfance. Oui, parce que vous... On parlait, en préparant cette table ronde, vous m'aviez parlé de l'expression fin de vie, qui est beaucoup utilisée. Et en fait, on n'utilise pas beaucoup dans les médias, on n'entend pas beaucoup le début de vie. C'est pas quelque chose c'est pas une période de vie qui est très considérée. Donc, ça serait intéressant de la placer, pas forcément avant, en priorité, mais au moins de la placer, qu'elle existe. Enfin, si, et puis en priorité, en fait, si, complètement. Naïlem, est-ce que vous voulez avoir le droit de vote ? Alors, je pense qu'il faudra avoir plusieurs catégories de vote parce que déjà, le vote pour les élections présidentielles, je pense que pour nous, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça nous ferait grandir encore plus vite. Il faudrait qu'on se fasse une idée, est-ce qu'on est de droite, de gauche, du milieu, ou on irait juste vers ce que nos parents ils veulent, et puis du coup ce serait pas forcément un vote très intéressant puisque ce sera celui des parents ou celui du copain et pas notre idée à nous. Par contre, pour ce qui pourrait être intéressant pour nous, c'est voter des actions que peu importe le président qui sera élu, il devra mettre en place ces actions, peu importe ses idées, peu importe de quel côté il est. Par exemple, des actions pour avoir plus de sécurité dans certains quartiers, des actions comme ça qui nous concernent plus, mais qui seront appliquées par les présidents ou par le président. Et par contre, je pense qu'on pourrait avoir aussi un droit de consultation, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être, comme Virginie disait, dans les écoles, par exemple les budgets ou une nouvelle zone de jeu, ça on vote, mais pas forcément, ça pas forcément ce que nous on a décidé qui va être pris à la fin, mais en tout cas ça va être écouté et après par rapport au plus de votes, et ce sera le choix final sera redirigé. Voilà. Mais pour les votes et les présidentielles, je trouve ce serait non, ça sert à rien. Je peux juste revenir sur ce que Naïlem a dit. Hop là, l'image a disparu. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, Philippe. Oui. Non, tout simplement, elle a mis le doigt sur quelque chose. C'est vrai que les adultes sont très bons pour écouter, mais ça leur sort de l'autre oreille une fois qu'ils ont entendu. Donc la question, c'est consulter les enfants, mais on en fait quoi. Et alors, je crois que la notion de consultation, il faut la décortiquer. Et puis, quand on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste donner un exemple. La ville d'Amsterdam, qui est une ville qui a plus d'1 million d'habitants, ils ont institué des conseils d'enfants et ces enfants élisent un vice-maire. Et ce vice-maire, il a un programme qui est dédié aux enfants avec un budget qui peut dépenser avec le conseil des enfants qui l'appuie. Et donc on voit cette notion de pouvoir qui est dédiée aux enfants et qui peuvent faire des choix avec cela. Et le maire doit aussi consulter assez régulièrement les enfants de cette ville et tenir compte de leurs demandes. Alors après, forcément, il y a encore des inégalités,
Mais je trouve que ce sont des approches pragmatiques intéressantes et voir comment ça se passe. Alors, encore une fois, en Suisse, on a aussi, je le disais tout à l'heure, on vote tout le temps. On vote, est-ce qu'on aura une heure d'été? Est-ce que, est-ce qu'on augmente le montant de la retraite? Est-ce que les magasins seront ouverts de 5 heures à 6 heures le dimanche ou pas du tout? Des choses qui comptent beaucoup, mais que beaucoup d'enfants ne s'identifient pas à ces questions. Et ce qui est surtout important, c'est d'amener les questions sur le monde sur lequel ils s'intéressent et sur lequel ils voudraient avoir une emprise pour améliorer leur propre vie et puis de tout le reste de leurs concitoyens. Voilà, j'en finis là. Alors Et je voulais juste répondre oui. aussi très, très rapidement sur la question de quelles sont les bonnes élections pour lesquelles les enfants pourraient voter. Je pense qu'on a tendance à prendre le problème un peu par le mauvais bout, c'est-à-dire que le système des élections présidentielles, en tout cas en France, est assez mal fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont malheureux de devoir choisir un candidat ou une candidate, alors qu'en fait, ils préféreraient voter pour des mesures. Et c'est très rare qu'ils aient un candidat pour lequel ils sont d'accord avec tout. Et en fait, ils préféraient pouvoir voter telle chose je suis d'accord, telle chose je suis pas d'accord. Donc un système beaucoup plus comme la Suisse. Voilà, mais c'est pas parce qu'il faut réformer notre système de vote en France qu'on peut pas penser aussi le fait que les enfants pourraient voter, surtout si c'est sur des mesures qui les concernent directement. Et puis en plus, on a plein d'autres types d'élections. Il y a les élections municipales, etc., les régionales. Bon, malheureusement, il y a encore cette idée qu'on vote pour une personne plutôt que pour une proposition. Mais c'est des choses qui peuvent évoluer et je crois que tu en parlais tout à l'heure, Mylène, l'échelle locale, même d'un arrondissement, ça peut être déjà un bon début. Et donc, pourquoi pas commencer par des échelles locales où on se représente l'impact de notre choix. Alors, on va terminer en écoutant nos 3 petites invitées nous donner leur avis. Je leur ai demandé si elles étaient favorables ou pas au droit de vote pour les enfants. Moi, je pense pas. Je pense que c'est que les adultes. Mais peut-être. En fait, je sais pas trop. Moi, je me doute que oui, parce que s'ils votent dans les classes, ils peuvent aussi voter au président, non? Moi, je pense que oui, parce que je trouve que c'est bien que les enfants aussi ils aient leur choix, ils aient il y a leur choix qui compte, parce que la plupart du temps, on sait pas du tout ce qui se passe, on sait pas trop ce que le président il va dire et tout. Alors que si les enfants y votaient, il y aurait peut-être quelque chose de mieux. Il y aurait peut-être quelque chose de mieux. On finit là-dessus. Merci déjà. Merci Lélia. Merci Philippe. Merci Virginie. Et merci Naïlem. On va prendre un petit temps pour des questions dans le public. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une là-haut. Oui, bonjour. Alors, il y a une question qui va être posée en anglais et je vais faire de mon mieux pour la traduire avec mon niveau d'anglais de française. On a les casques aussi, mais... alors vous pouvez mettre les casques. Allez-y. Yes, I'm referring to yesterday when we talked. Hier, on a parlé du processus de co-création dans les musées, de co-conception avec les enfants qui aident à co-concevoir les installations. Et je sais que certains des arguments qui s'y opposent dans les écoles, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour permettre aux enfants de s'impliquer dans ce processus de co-création parce que ça les écarte ensuite de leurs études. C'est intéressant parce qu'en fait, pour moi, il n'y a rien de plus important que les enfants co-créent. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il pourrait y avoir un moment où la co-création entre les générations pourrait faire partie des programmes scolaires? Il y avait les casques, mais je pense que les gens ne s'étaient pas forcément équipés à l'avance. Est-ce qu'il y a besoin d'une traduction? Alors, Lélia va nous faire le plaisir de traduire. Merci, Lélia. Donc, c'était une question relative au
aux aménagements du musée, hein, donc de la Villette, de la Cité des Enfants, je suppose, disant qu'une partie du travail de muséographie pourrait être d'inviter les enfants à co-construire la muséographie, hein, du musée avec les adultes, et qu'un des arguments qui avait été opposé par rapport à cette activité-là, ce serait que ça retire du temps d'apprentissage à l'école, en fait, qu'ils ont peu de temps, ils auraient moins de temps pour faire le programme scolaire. D'ailleurs, on voit que c'est la même raison pour laquelle les intervenantes qui ont été enregistrées n'ont pas pu être là aujourd'hui, c'est que c'est moi qui rajoute ça, hein, c'est de dire, ah tiens, elles sont à l'école en ce moment même. Et moi, je me pose la question, est-ce que ça n'aurait pas été aussi intéressant pour leur apprentissage d'être là avec nous en direct plutôt que d'être enregistré? Moi, je pense que oui. Donc voilà, c'est déjà mon début de réponse par rapport à la question. Et cette question, c'est aussi la question de notre culture. Qu'est-ce qu'on voit comme étant un apprentissage et qu'est-ce qu'on voit comme étant du temps qui prend sur l'apprentissage? Donc, je réponds dans la foulée que oui, évidemment, apprendre à faire des projets collectifs, ça devrait faire partie de l'enseignement, puisque c'est comme ça qu'on apprend à collaborer ensemble, à travailler en équipe. C'est comme ça qu'on sera un professionnel, un adulte efficace à la fois dans ses rôles au travail et puis dans sa communauté, dans sa société, dans son quartier, dans sa famille, hein, de pouvoir travailler ensemble. Donc, moi, je suis 100% d'accord. Le petit bémol que je dirais, c'est... Enfin, qui est pas juste pour expliquer, pour répondre, je pense qu'en France, on a encore beaucoup la croyance que l'enseignement, c'est du contenu théorique et pas du contenu pratique, même si ça évolue. On a encore beaucoup l'idée qu'on doit suivre le programme et apprendre de manière très verticale, hein, enseigner à un enfant qui écoute et qui doit apprendre par cœur. Et plutôt que de partir de quelque chose de créatif, hein, donc on est beaucoup top-down plutôt que bottom-up, hein, comme ils disent en anglais. Et la deuxième chose, c'est que le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est du temps d'encadrement des professionnels qui vont pouvoir être avec les enfants, proposer un encadrement plus fourni en adulte, hein, parce que plus il y a de liberté pour les enfants, pour s'exprimer, pour créer, pour penser, plus on a besoin d'adultes aussi pour assurer qu'il y a un cadre qui soit quand même sécurisant pour l'apprentissage, qui fonctionne bien. Donc c'est du temps de préparation, et le temps, c'est de l'argent, c'est des professionnels qu'on paye, c'est plus d'enseignants, c'est des enseignants mieux payés, et ça, on en revient aux politiques qui sont infantistes, c'est-à-dire qui ne placent pas en priorité les enfants dans notre société. Merci Lélia. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à cette question? Oui, moi, j'ajouterais bien une chose. C'est l'article 1 du Code de l'éducation. Alors, je l'ai là. Il dit que l'école est une priorité nationale et que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser en coopération. Et je crois qu'on oublie beaucoup ce mot, beaucoup trop, dans l'école française, et qu'on conceptualise beaucoup trop vite pour les jeunes enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois en bas. Ah, il y en a une ici. Oui, bonjour, j'avais une question. C'était très intéressant le volet solutions. J'ai trouvé que tous vos éléments sur le droit de vote des enfants, c'était quelque chose, en tout cas personnellement, j'y avais jamais vraiment pensé et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous aviez dit sur le fait qu'il y a un mépris des adultes, tout ce qu'on a dit autour de l'infantisme. Et je voulais savoir si vous aviez des préconisations un peu en termes de solutions qui ne soient pas adressées aux enfants, pas qu'est-ce qu'on peut donner de plus comme pouvoir, comme moyen d'agir aux enfants, mais plutôt de dire comment on peut changer les adultes en fait là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les adultes soient moins infantistes? Lélia? Alors, il y a des solutions détaillées dans le livre, hein, mais quelques pistes. Déjà, c'est l'alphabétisation émotionnelle, c'est-à-dire aider les adultes à pouvoir reconnaître leurs émotions sur le moment. C'est-à-dire quand on est face à un enfant qui demande à prendre sa place. C'est un enfant qui va avoir une opinion, mais qui ne va pas très bien l'exprimer, qui parfois va être mélangé avec plein d'émotions, de la colère, de la frustration, etc. Et donc le message ne va pas être très clair pour nous à interpréter au début, en tant qu'adulte.
Et ce qui se passe très souvent au jour d'aujourd'hui, c'est que comme nous, adultes, on a été éduqués à être silencieux, se taire, attendre son tour, ne pas parler, etc., on va être très gêné par l'enfant qui parle, qui s'exprime, qui fait du bruit, qui mélange une demande à une émotion un peu de détresse qu'il n'a pas encore très bien digérée. Et donc notre tendance par rapport à ça, ça va être d'être très inconfortable et de vouloir que ça s'arrête tout de suite. Vite, du silence, du calme, la paix. Et donc, on a beaucoup de succès. On a encore vu des débats l'année dernière de gens qui disent, dans ce cas-là, on envoie les enfants dans leur chambre, hop, on leur fait du time-out, comme ça, on respire. La réalité, c'est que si on arrivait à mieux gérer notre inconfort, on pourrait se dire, attends, là, c'est un enfant qui est en détresse, qui s'embrouille un petit peu, qui a plein d'émotions qui lui viennent. On va essayer de l'aider à identifier ce qui se passe. Tiens, peut-être que tu es frustré à cause de ça, peut-être que tu es en colère, on va prendre du temps, on va respirer et souffler, et ensuite on va discuter ensemble de qu'est-ce que tu voudrais. Et puis parmi ce que tu voudrais, il y a peut-être des choses qui sont possibles, puis il y a peut-être des choses qui ne sont pas possibles, ou en fait qui seraient possibles mais qui ne seraient pas souhaitables. Pourquoi, etc., etc. On va prendre le temps d'échanger. Ça ne veut pas dire que l'enfant va forcément obtenir ce qu'il veut à chaque fois, mais ça veut dire que nous, adultes, comme on a identifié notre émotion, notre inconfort, le fait qu'on est mal à l'aise, qu'on a eu le temps de respirer, de souffler, on ne va pas être dans la réaction immédiate de réprimer cet enfant. Et donc, plus nous, on connaît nos émotions et plus on les accueille et plus on les régule, plus on enseigne à l'enfant à co-réguler ses émotions, à pouvoir s'exprimer et à pouvoir dialoguer de manière constructive. Et ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est pour nous les adultes, pour pouvoir mieux aider les enfants, c'est de reconnaître ce travail d'adulte. Donc reconnaître ce travail de parentalité, ce travail d'éducation, et savoir que c'est très fatigant. En fait, une des raisons pour lesquelles les gens se chamaillent toujours en disant « Ah, mais ça, c'est de l'éducation trop bienveillante, il faudrait réprimer les enfants à nouveau, etc. » C'est que, en fait, c'est fatigant. Donc, en fait, on a un problème. Mais le problème, c'est pas à cause des enfants, c'est pas les enfants qui en sont responsables, ils sont juste des enfants, ils sont en train de grandir. Et donc, le problème, c'est que éduquer un enfant, l'accompagner, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et donc, il y a plein de solutions dans le livre dont je parle autour de reconnaître ce travail et puis le soutenir, l'accompagner, aussi arrêter de l'imposer, c'est-à-dire si on ne veut pas avoir d'enfants, on peut ne pas avoir d'enfants. On n'est pas obligé d'avoir des enfants et ensuite d'être tout seul pour s'en occuper jusqu'au burn-out, quoi. Donc, toutes ces choses-là autour de sortir de l'invisibilisation, le travail parental, le travail d'éducation, et puis faire ce travail d'alphabétisation émotionnelle, c'est deux pistes pour que les adultes puissent mieux accompagner les enfants. Je précise que le livre de Lélia Benoît, Infantisme, se trouve à la boutique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. On va passer à une question suivante. Il y en a une là-haut. Oui. Bonjour, merci pour vos interventions et tout particulièrement pour Naëlène, que j'ai trouvé très juste et ça m'a beaucoup touchée. Et ça m'a fait changer après sur les autres interventions, sur mes lignes, sur ce qui est enraciné chez moi, sur la question des droits des enfants, notamment du vote. Pourtant, je pensais que j'étais ouverte, mais en fait, je me suis rendu compte que pas trop. Donc je me suis bien sentie chamboulée par vos interventions. Et j'avais une question pour Virginie, qui a passé beaucoup de temps dans l'éducation nationale. Bravo. Il y a des pédagogies qui existent comme Montessori, comme Freinet. Montessori, ça a plus de 100 ans aujourd'hui. Et c'est une pédagogie qui donne de la liberté, de l'autonomie, du choix aux enfants dans leurs activités, qui met en avant l'autocorrection, que moi je trouve très intéressante. Pourtant, cette pédagogie, on la trouve souvent dans des écoles privées hors contrat, qui sont hors de prix, qui sont inaccessibles pour les citoyens. Et on sait aujourd'hui le débat qu'il y a sur privé, public, et je ne ferai pas de commentaires sur ce dont je parle plus précisément, tout le monde en a entendu parler. Et donc je me demandais pourquoi ces pédagogies, en fait, elles ne sont pas plus présentes dans les écoles publiques. Alors, il y a des écoles publiques Freinet, Montessori pas, à ma connaissance.
mais des écoles publiques Freinet. Moi, j'ai enseigné les 5 premières années de ma carrière dans une école Freinet publique. Il faut savoir que Freinet détestait Maria Montessori. Il la détestait. Il y a des textes de Freinet où il étrille la pédagogie de Montessori dans la revue de l'école émancipée, notamment. Vraiment, il disait que c'était une manière d'éduquer les enfants du peuple pour en faire des bonnes servantes et des bons serviteurs. Donc, moi, effectivement, on retombe là sur la question d'une réelle formation des enseignants. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à enseigner, nous avions une formation de 3 ans. Pour faire un enseignant, on donnait 3 ans. Où nous avions des cours à l'école normale et puis des stages avec des enseignants et des enseignantes chevronnés, des stages où nous étions en autonomie, donc avec une classe mais suivie par le regard d'un enseignant ou d'une enseignante chevronnée. Et on sortait de là, effectivement, on avait pu aller voir. Moi, j'ai été donc stagiaire dans une école Freinet, ça m'a donné envie. Donc, j'ai demandé à être nommée dans cette école. C'est vrai que moi, j'en reviens, vous allez dire que je radote, mais à la question de la formation, je pense qu'aujourd'hui, en INSPE, dans la formation, les jeunes enseignants n'entendent pas parler de Célestin Freinet. Voilà. Ils n'en entendent pas parler. Ils entendent peut-être un peu plus parler de Maria Montessori parce qu'il y a tout cet aspect... comment tous ces outils qui sont vendus en magasin, je ne sais plus quelle maison d'édition fait ça, donc ils entendent un peu plus parler. Mais moi, j'ai récupéré, alors quand j'étais inspectrice dans ma circonscription, des élèves qui avaient été scolarisés dans des écoles Montessori du Sud-Ouest, quand j'entendais qu'au bout de 3 ans, l'enfant n'avait pas encore appris à lire, je me disais quand même, il y a peut-être des écueils qu'il faudrait travailler sur ce type de pédagogie aussi. Après, au-delà de ça, il y a la question de la liberté pédagogique des enseignants. Et cette liberté pédagogique des enseignants, je pense qu'il faut vraiment la garder comme la prunelle de ses yeux, que les enseignants puissent choisir leur méthode, puissent choisir leur manuel scolaire en éclairant, en ayant des choix éclairés. C'est vraiment extrêmement important de mon point de vue. Après, si j'ai vraiment répondu à votre question. Après, peut-être, comme disait Lélia Benoît tout à l'heure, c'est aussi une considération apportée à ce métier d'enseignant aussi. Peut-être que c'est là qu'il y a pas mal de problèmes. Oui, si je peux compléter un tout petit peu. Il y a aussi la question des moyens derrière. Alors évidemment, même avec les meilleurs moyens du monde, hein, si vous voulez, un budget infini, si on n'a pas la formation, si on ne porte pas un regard sur l'enfant qui est celui de ce regard de confiance, de construction, de se dire en fait c'est un enfant qui est en train de grandir, on va l'aider, et bah même avec un budget infini, on ferait toujours les mêmes choses, on ferait toujours les mêmes recettes qui ne marchent pas. Il faut voir aussi que une des choses communes aux pédagogies Freinet et Montessori, c'est aussi de respecter un peu les besoins de l'enfant et son rythme. Et on parlait tout à l'heure des toilettes. Vous avez une classe de 30 élèves, il n'y en a aucun qui a besoin d'aller aux toilettes au même moment, si vous voulez. Donc, c'est une des premières choses, en tout cas, à l'école française ou à partir du CP, on ne peut plus aller aux toilettes quand on en a besoin. Avec l'idée derrière que la classe ne pourrait pas fonctionner si jamais les élèves se levaient, y allaient, retournaient, etc. Les pédagogies alternatives vous diraient si en fait c'est possible,
Et même, c'est respecter aussi les besoins physiologiques de l'enfant. Est-ce que vous vous sentiriez bien en tant qu'adulte dans votre travail si on vous disait tu n'as pas le droit de te lever de la réunion pour aller aux toilettes si tu as besoin? On se dirait, bon, c'est quand même un environnement qui est assez coercitif. Donc il y a des choses où on pourrait assouplir en faisant gagner en autonomie aux enfants et puis en leur permettant de circuler davantage. Mais même avec l'enseignant le mieux formé du monde, avec des enfants qui sont réceptifs, qui comprennent qu'en fait ils peuvent circuler, mais qu'en même temps après ils vont revenir se rasseoir, et ben on a un seuil critique, une masse critique d'enfants par adulte, au-delà duquel c'est plus vraiment réaliste. Quand vous avez 30 enfants de CP que vous devez encadrer, il y a peu de chances que vous réussissiez, même si vous êtes l'enseignant le mieux formé du monde. Donc c'est un équilibre entre les deux, à la fois la formation et le regard qu'on porte sur l'enfant, et en même temps les moyens qu'on a, le ratio d'adultes par enfant, et ça c'est encore une question de priorité budgétaire. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, les classes à 30 élèves, on en trouve quand même plus tellement. Hein. La moyenne française, je crois que c'est 19, mais bon, ça peut aller... C'est vrai que ce n'est qu'une moyenne. Après, moi, j'ai vu quand même cette question évoluer. Et je peux vous dire que dans les écoles que j'ai visitées, quand même un certain nombre, ce que font les enseignants, c'est qu'ils laissent les enfants, à partir du CP, aller aux toilettes. Mais il y a une règle, c'est qu'il n'y a qu'un enfant qui peut aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'un enfant qui a envie d'aller aux toilettes, dans ses classes, il regarde si tous ses camarades sont assis à leur pupitre, et si c'est le cas, il peut y aller. Et c'est vrai que nous avons eu énormément de lois qui ont modifié les programmes, mais il me semble que c'est la loi de refondation 2013 de Vincent Payon qui nous autorise à accueillir maintenant à l'école maternelle des enfants qui ne sont pas propres. Avant, il fallait que les enfants aient acquis la propreté, et on accepte maintenant à la maternelle, c'est dans les textes, des enfants qui portent des couches et qui vont apprendre très vite, hein, en 15 jours, c'est en général une affaire réglée, la propreté, parce qu'ils sont dans un collectif et que voilà, ils apprennent voilà, les toilettes. Donc quand même, par rapport à votre représentation, Leïla, je trouve que ça a un peu évolué positivement là pour le coup. Tant mieux si ma représentation est datée et qu'elle correspond plus à la réalité. Je pense que c'est une question de formation et de moyens aussi. Je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais, moi, je pense qu'on est d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. On va passer à la question suivante. On a le temps pour combien de questions? On a 2 ou 3 questions au grand max. Si c'est des questions rapides et des réponses pas trop longues. On en a une là et après il y aura une dernière. Très bien. Il y a toute une petite organisation de questions. Je vous explique pour Lélia et Philippe qui ne voyaient pas forcément. On répartit les questions dans le public. Bonjour et merci beaucoup pour cet échange extrêmement enrichissant. Qui me questionne beaucoup puisqu'on a catégorisé les jeunes et les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. Il y a une première question justement sur la co-création, le faire ensemble. On a très peu bruit de toutes les instances jeunesse qui existent. En ce moment, il y a la consultation nationale de l'UNICEF pour les 6-18 ans. Je crois que ça a commencé en décembre et c'est jusqu'au mois de mars. Il y a les conseils de vie scolaire, les conseils de jeunes en lycée, et à différents niveaux, que ce soit à l'échelle du ville jusqu'aux conseils régionaux des jeunes. Et c'est ces instances où la jeunesse est consultée, s'exprime, et écoutée à certains niveaux. Mais le reste de la population, si on ne travaille pas dans des organisations de jeunesse, si on n'est pas parent ou accompagnant, on n'a aucune idée des propositions qui émergent de ces systèmes de consultation. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui est mis en place après pour y répondre, des solutions qui sont apportées. Et donc on a l'impression qu'il y a 2 mondes qui se construisent
entre les adultes qui s'inquiètent et la question de cet échange, de quels défis pour les jeunes, et de propositions qui émergent sans qu'il y ait vraiment de faire ensemble et de dialogue commun. Et je pense que cette rupture de dialogue existe entre plusieurs générations, même entre jeunes adultes et adultes un peu plus âgés. Et la question du créer et du penser ensemble a moins de place que cette consultation et discussion qui est en vase clos. Et j'aimerais même ajouter que les adultes ont beaucoup à apprendre des enfants ou des plus jeunes qui feraient émerger des idées qui nous sembleraient ridicules dans notre esprit d'adulte, mais qui ont une capacité transformatrice bien plus forte que notre imaginaire d'adulte peut l'apporter aujourd'hui. Merci pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, je veux bien. Naïlem? Moi, je me souviens que quand j'étais pour le projet de la rédaction de la Charte parisienne des droits de l'enfant, ce qui nous était venu à l'esprit, ce serait peut-être faire un conseil un peu plus haut, c'est-à-dire un conseil de députés, mais d'enfants. Donc, ce serait des enfants que nous, on élit, peu importe le quartier d'où on vient, on élit pour chaque arrondissement, par exemple, un enfant. Qui se présentent comme les adultes avec des actions et tout ça. Et donc pour tout ce qui va être les lois pour nous, que les adultes votent généralement entre eux, et justement ce soit ce conseil de députés d'enfants qui soit à qui on demande. Et après on va essayer de... on n'avait pas vraiment approfondi, mais on s'était dit que ce conseil réfléchirait ensemble et peut-être on referait voter tous les enfants. Et ainsi, on pourrait vraiment participer à une échelle plus haute. Et là, tout le monde serait au courant des décisions prises. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on entend parler de ces conseils régionaux, on ne sait pas ce qu'ils votent, on ne sait pas trop ce qu'ils font en soi. Donc c'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est déjà super bien qu'il y ait ça. Mais c'est vrai que si nous, on n'en entend pas parler dans nos quartiers, ça ne sert pas à grand-chose non plus, quoi. Une question juste devant. Alors, une remarque avant la question, c'est que dans tous ces ateliers d'enfants auxquels j'ai pu assister en tant qu'observatrice, il y a quand même une grande frustration qui revient. Il y a quand même quelques enfants précoces et du fait de leur âge trop jeune, ils ne peuvent pas participer à certains ateliers ou instances alors qu'ils sont tout à fait qualifiés pour donner leur avis. Et là, j'ai une question pour la citoyenne Naïlem. Alors, je sais que vous consacrez une dizaine de jours sur le temps scolaire chaque année à différentes actions, sans demander la permission, mais en informant votre établissement. Donc, je voulais savoir pourquoi c'est si important pour vous de participer à tout cela. Et c'est votre choix personnel à chaque fois, je le précise, puisque je suis la maman. Je ne suis que la secrétaire et l'accompagnante. C'est important pour moi de participer à tous ces projets parce que souvent on colle des étiquettes aux enfants qui ne sont pas capables, qui ne sont pas assez intelligents. Et justement, moi j'aimerais briser ces préjugés qu'on nous met et montrer que les enfants, on est autant capables, qu'on a des meilleures idées que les adultes parfois. Et que justement, c'est en nous écoutant et que peut-être que si les adultes réapprenaient à dialoguer avec nous, à nous écouter, à se poser, on pourrait faire de réels débats parce qu'on fait des débats à l'école. Mais je trouve pas ça assez. Je trouve qu'il faudrait faire des débats avec des adultes où on mélange enfants-adultes parce que juste entre nous, la plupart des débats qu'on fait, c'est chocolatine ou pain au chocolat. Mais on s'en fout de ça. Du coup, quand les profs ils nous disent allez, on va faire ça comme débat, mais nous, ça nous intéresse pas. Tu mets le lait avant les céréales ou l'inverse. Mais qui s'intéresse à ça? Même si on a 12 ans, nous, franchement, c'est pas des débats qu'on ferait de notre plein gré. Donc, des meilleurs sujets ou de réels débats où on se moque pas de nous, parce que ça, c'est clairement, on se moque de nous ouvertement, quoi. Donc, c'est vrai que ça me tient à cœur, parce que souvent, même si on n'en parle pas, les enfants, ils voient et ils vivent les choses. Et ces activités, ça me permet d'avoir le point de vue de d'autres enfants. Parce que quand j'ai participé à l'Académie du Climat, donc c'était
des délégations de 22 pays différents, c'était des enfants à chaque fois, donc il y en avait de Russie, d'Ukraine, et on a vu qu'en fait, malgré tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, ça nous atteint pas nous, parce que les enfants qui venaient d'Ukraine et de Russie, ils étaient meilleurs amis, alors que dans leur pays, ils sont en guerre, et eux, ils s'en fichent, genre, il n'y a aucune ces barrières que nous, les enfants, on ne voit pas, vous, les adultes, vous les voyez, vous avez coupé la terre en plein de pays, mais en fait, nous, ces frontières, ces lignes qu'il y a sur les globes, nous, on s'en fiche, on ne les voit pas, on est tous amis et on est tous êtres pareils. Donc c'est vrai que apprendre des autres enfants, ça me fait du bien, parce que je vois que je ne suis pas la seule à avoir des idées, qu'il y a plein d'enfants, même de 6 ans, qui des fois me corrige, me clash en me disant mais non, ça ce que tu dis c'est n'importe quoi, et je me dis non mais il est grand comme ça, il me contredit, et puis en fait je me rends compte que oui, il a totalement le droit de me contredire à 6 ans, et c'est vrai que c'est magnifique de voir ces rencontres, de voir des enfants qui vivent la guerre mais qui ont le sourire et qui viennent me voir et qui me disent je vais bien, et je me dis comment tu peux aller bien? Genre moi, je vais bien parce que dans mon pays, il n'y a rien. Toi, tu vas bien, pourtant, ta famille, elle est peut-être dans la guerre, là, en train de mourir, et tu me dis que tu vas bien. Et franchement, je peux qu'avoir le sourire aux lèvres et du baume dans le cœur en entendant ces expériences et ces histoires. Merci. Je crois qu'on a débordé. Il y avait une dernière question, mais j'ai un peu envie de dire que c'était la plus belle conclusion possible. Alors, à part si c'était une question vraiment essentielle, on peut y aller, mais très rapidement. Ah non, on va rester là-dessus. Alors, merci Naïlem, merci beaucoup. Merci à tous.